to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette émission. Moi, vous savez, j'aime beaucoup renouer le dialogue avec des personnes voilà, qui sont déjà venues sur la chaîne. Et là, pour le coup, il s'avère que mon invité d'aujourd'hui est venu déjà 2 fois pour parler de 2 livres qu'il a écrits, toujours édités chez Leitmotiv. Et d'ailleurs, je remercie Jean-François Jeunet pour l'aide apportée à la conception de cette émission et pour son soutien d'effectifs depuis le début de l'existence de cette chaîne. Et Quentin Victory Lédier était venu pour nous parler de Rocky, pour un livre qu'il avait écrit, Rocky dans Retour à Philadelphie, et récemment sur Stéphane Brisé, le réalisateur, mais c'était plutôt la relation entre le réalisateur et son acteur fétiche, Vincent Lindon. C'était dans le livre les plans de bataille. Et aujourd'hui, John Cassavetes. Rien que cela. John Cassavetes. John Cassavetes ou Cassavetes. Bon, bref. Toujours édité chez Leitmotiv. Donc, je suis très content qu'il soit là pour en parler. Comment allez-vous? Ben ça va. Merci de m'inviter encore et toujours. Et j'espère que j'espère que c'est le début d'une longue série d'entretiens. On est parti pour. Alors, toutes les informations, comme d'habitude, dans le descriptif de la vidéo, cliquez sur le lien et vous tombez sur le site de Leitmotiv pour pouvoir vous procurer et ce livre, mais aussi les précédents de Quentin Victory Lédier. Et aussi, je voulais le dire, c'est important et je pense qu'il reviendra, mais avec d'autres personnes pour en parler. Il y a un podcast depuis quelques temps, un podcast qui s'appelle Ouvert pour l'inventaire. Pouvez nous en parler vraiment quelques minutes, parce qu'en plus de cela, parmi vos compagnons, il y en a un qui est déjà venu chez Microciné par 2 fois d'ailleurs. Mais bref, je vous laisse en parler quelques minutes. Alors, Ouvert pour inventaire, c'est un podcast qu'on a commencé à la rentrée dernière, donc en septembre 2022, avec Louis Morel et Alénis Legout. Donc un podcast qui se trouve aux endroits des podcasts habituels, Spotify, le Deezer, etc. Et qui a un peu changé de format entre le début et maintenant. Maintenant, on est sur un format qui est hebdomadaire et on traite un film en 30 minutes toutes les semaines, qu'on essaie de faire rentrer dans un cycle. La plupart du temps, on a fait les comédies. Là, actuellement, on est sur un cycle Stephen King au cinéma. Et donc, voilà, c'est très libre, c'est surtout absolument pas prise de tête. Et ça nous amuse pas mal. On essaie d'être un peu actif sur les réseaux sociaux, enfin mes compars surtout, parce que j'avoue que je m'en occupe pas beaucoup, moi, des réseaux sociaux. Alors, c'est une émission que vous enregistrez sur Instagram en direct. Enfin, je comprends pas. C'est quoi exactement cette émission? Oui. En fait, on fait juste parce que pour travailler un peu le visuel aussi, on fait un live donc on va être filmé en train d'enregistrer l'émission qui, elle, sera diffusée un peu plus tard, parce que le live, par définition, les gens vont le voir en direct, mais nous, les émissions sont toujours enregistrées. Donc, puisque chaque épisode paraît le vendredi. Voilà. D'accord. Donc, je rappelle, c'est Ouvert pour inventaire et il est probable que vous reveniez tous les 3, enfin, que vous reveniez vous et lui et Anis, enfin, voilà, que vous soyez tous les 3, on va lancer l'invitation parce que j'aimerais vraiment qu'on parle de ce podcast de manière beaucoup plus détaillée. John Cassavetes. On dit quoi? Qu'est-ce que vous dites, vous, généralement? Alors, Cassavetes, moi, je dis. Cassavetes, pareil. Première question qui va peut-être vous sembler provocatrice, mais j'insiste beaucoup sur l'idée même du style, donc, question orientée vers le style. Je voudrais savoir, est-ce que ce 3e livre, qui s'appelle, d'ailleurs, j'ai oublié, c'est très important le titre, avec John Cassavetes, et pour moi, c'est très important, et je pense que pour vous, ça l'est aussi, et on va en parler de ça. Est-ce que ce livre a été écrit un petit peu contre les précédents? Alors, oui. En précisant que probablement plus contre le précédent que les précédents. Le Rocky était un cas un peu à part, c'était le premier, ça m'avait pris beaucoup d'années de travail, de réflexion dessus, donc c'était quelque chose qui voulait à la fois être très sérieux, mais qui était empreint de beaucoup de personnalité, enfin de perso, on va dire. Et le Brisé, je me suis peut-être un peu trompé. À la fois parce que j'en reviens un peu du sujet aujourd'hui, et aussi parce que dans sa forme et l'exigence que j'avais apportée dessus d'un point de vue technique, c'est les quelques retours que j'ai eus par rapport au Cassavetes, par exemple, hein, c'est que ça se lit très très bien, c'est très agréable à lire. Je pense qu'en plus c'est très agréable à regarder parce que le livre est vraiment très réussi d'un point de vue visuel, éditorial. Et c'est vrai que Le Brisé, en fait, était
complexe, technique, et comme si j'avais eu besoin à ce moment-là encore de prouver des choses. Et aujourd'hui, j'en ai moins à prouver probablement, et donc je me suis éloigné de l'analyse vraiment très formelle. Donc oui, c'est carrément contre. Mais est-ce qu'il y a aussi, ce qui est assez paradoxal, c'est que donc il y a cette idée de vouloir faire non pas forcément autre chose, mais autrement donc. Et à un moment dans le livre, vers la fin, vous écrivez que comme ça arrive comme ça, que le cinéma de John Cassavetes n'est pas un cinéma pour des spécialistes. Est-ce que tout cela, finalement, ça fait partie aussi de cette envie de faire autrement les choses? Oui. Oui. Alors après, on pourrait me critiquer facilement en disant que c'est aussi une façon peut-être de me planquer, parce qu'il y a justement des spécialistes de Cassavetes, enfin du moins une littérature sur le cinéma de Cassavetes qui existe bien avant mon ouvrage. Mais c'est que je ne pense pas qu'on puisse être spécialiste de Cassavetes comme on peut l'être de certains réalisateurs qui sont très formels, où vraiment on peut classer, ranger, avec une quantité de travail par ailleurs astronomique. Hein. Mais c'est vrai qu'on peut être spécialiste de Kubrick, on peut être spécialiste probablement de Bergman, on peut être de Visconti. Enfin, Cassavetes, ça se laisse pas vraiment analyser, parce que c'est trop fluide, ça nous glisse trop entre les doigts, et je pense que c'est effectivement un peu miné. C'est-à-dire que quand on a envie de poser un certain type d'analyse dessus, ben, ça résiste, ou même ça fonctionne pas. Après, j'ai conscience en disant ça que c'est crétin, parce que ça serait faire une sorte d'opposition entre le cinéma qui se laisse critiquer et celui qui se laisse pas analyser. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout dans ça que je veux rentrer. Mais en tout cas, pour le dire à titre purement personnel, j'aurais été bien incapable de pouvoir faire un livre extrêmement construit avec partie, sous-partie, thématique 1, 2, 3, 4, 5 pour Cassavetes. Voilà. Donc peut-être que tout simplement, j'invoque des choses pour expliquer pourquoi je l'ai fait comme ça. Hein. Il y a toujours aussi un petit peu de couardise ou de louvoiement dans ce genre de choses peut-être. Mais enfin, tous les gens qui ont vu du Cassavetes savent que c'est quand même une sorte de, je ne sais pas comment on dirait, de montagne russe qui ne laisse pas vraiment ni le temps ni la prise à l'analyse. Voilà. Est-ce que vous avez eu parfois cette sensation que moi j'ai toujours eu, jusqu'à aujourd'hui, même en revoyant, revoyant, parce que je pense avoir vu tous les films de Cassavetes au moins 2-3 fois, au moins. Et c'est un cinéaste important dans ma vie. Et est-ce que vous n'avez pas toujours eu cette sensation, est-ce que vous avez eu cette sensation de vous dire, mais comment il va se finir ce film? Surtout quand on l'a déjà vu, hein. Par exemple, moi, je sais pas, je cite Husbands, par exemple, les maris. Oui. Moi, je sais jamais comment il va se terminer ce film, alors que j'ai dû le voir 5 ou 6 fois. Est-ce Oui. que vous avez toujours cette sensation-là que j'ai souvent quand je vois un documentaire? Est-ce que vous avez cette sensation-là? Je ne sais pas si je l'ai, mais je vois très bien en tout cas pourquoi je pourrais éventuellement l'avoir, oui. C'est-à-dire que comme si les choses, en tout cas, je pourrais l'avoir dans la mesure où je crois que c'est quelque chose que j'ai écrit, c'est qu'on voit et puis on revoit et on se dit j'avais oublié ça, je me souvenais plus que ça passait par là. C'est ce que je disais à un moment justement par rapport à Husband, c'est que je croyais que c'était le film que j'avais le plus vu et que j'avais le plus mémorisé, et en fin de compte, je me souvenais beaucoup de la partie américaine et très peu de la partie anglaise dans le film. Donc, alors que c'est quand même toute la deuxième moitié. C'est une grosse moitié, oui. Et oui, c'est ça. Donc, c'est pourquoi se souvenir que des moments du métro et de la course en marche rapide. Enfin, effectivement, on a l'impression que l'arc narratif, en fait, n'en est pas un, et donc ça peut partir n'importe où. Même si le film est pourtant figé, ça pourrait encore déboucher sur autre chose. Et à l'intérieur de nous, ça débouche sur d'autres choses, parce que là aussi, ça revient sur cette espèce de montagne russe, et que les personnages sont tous des montagnes russes. Donc, à un moment donné, on en suit un. On s'était dit qu'on avait à peu près capté le type de caractère que c'était. Et puis, en fait, on revoit le film et on découvre qu'en fait, non, pas du tout. Il était plutôt comme ça. En fait, c'était plutôt lui qui était moins méchant que ce qui paraissait qu'il était. C'est quand même un peu galère. Hein. C'est pour ça que ça reste une œuvre. Je pense que ça lui ferait beaucoup de mal si on commençait à la catégoriser et à la classer, quoi. Oui, Voilà. je pense que oui.
Parce que vraiment, j'insiste, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais le faire pour aucune œuvre. Au contraire, je pense qu'il y a des œuvres qui s'y prêtent, probablement même parce qu'il y a des réalisateurs qui font les choses déjà en pensant à la critique. Donc, faisons leur plaisir. Je veux dire, il y a des gens qui adorent faire ça. Trouvons des thématiques, des bidules, faisons des dictionnaires sur tel réalisateur ou tel autre. Ça peut être, pour certains gars, je pense, vraiment parfait. Pour Cassavetes, je ne sais pas, on fait un dictionnaire sur les alcools consommés éventuellement, mais enfin. Exactement. Mais il y a aussi ce rapport très particulier avec les films de Cassavetes qui fait que ce rapport, qui fait que là aussi, pour le coup, pardonnez-moi d'être un peu trop subjectif, c'est assez rare d'ailleurs, mais en même temps, on est quand même Cassavetes, ce serait un peu compliqué de ne pas le faire, mais on va revenir à votre subjectivité parce que ce livre ne regorge que de cela et c'est ça qui est génialissime aussi. Mais voir un film de Cassavetes, quand on va voir ou revoir un film de Cassavetes, ça nous dit aussi de comment on était, nous, quand on l'avait vu la première ou la deuxième ou la troisième fois. Et donc, je pense qu'il y a un lien aussi avec le style que vous utilisez. Parce que moi, je me dis que le style que vous avez utilisé pour le briser l'indence, ça voulait dire aussi quelque chose peut-être de vous à cette époque-là. Je reste toujours sur l'artistique, hein, bien évidemment. Oui. Et donc là, pour le Cassavetes, parce que moi j'ai l'impression de lire un journal intime, c'est fascinant. Enfin, je vais lire après un moment un extrait que je trouve extraordinaire. Mais voilà, donc il y a de cela aussi, ce rapport à Cassavetes qui fait partie peut-être de ces rares cinéastes qui disent beaucoup de ce que nous étions ou de ce que nous sommes devenus. Et c'est pour ça que c'est très, très fascinant. Oui, je suis parfaitement d'accord. Et c'est vrai qu'avec l'âge, dans mon cas, moi j'ai découvert Cassavetes, j'étais au lycée, et même peut-être le tout premier, encore un peu avant, à 14-15 ans. Donc autant dire que je pense que j'étais essentiellement largué. Et au lycée, là, ça a commencé à devenir un peu plus piquant parce que c'était plus facile, on commence à grandir, à faire un peu des conneries, et c'est plus facile de s'identifier à lui, cette espèce de liberté que ces personnages ont, le fait qu'ils fument, qu'ils boivent, voilà, toutes les choses qu'il faut vraiment bien faire quand on est jeune, etc. Et c'est vrai que forcément, en le regardant aujourd'hui à 35 ans, j'ai des choses qui ont changé dans ma vie, et donc c'est plus on est obligé d'avoir une nouvelle lecture. C'est sur des choses très bêtes, hein. Le fait de, quand on a 16 ans, on n'est pas en couple depuis des années avec quelqu'un. Quand on a 35, ça peut être le cas. Un tas de choses dans la vie dont je parle aussi, alors des choses très personnelles aussi dont je parle dans le livre, qui font que on n'est plus comme les personnages de Cassavetes, mais c'est pas grave, ils sont encore quand même un réconfort, ou éventuellement pour certaines choses, ils peuvent être une forme de repoussoir en se disant voilà, on sait pourquoi on n'est plus comme eux, parce qu'il fallait à un moment donné ne plus être comme eux. Et donc c'est vrai qu'évidemment là, bon, pour ma pomme, mais je pense que ça marcherait pour des millions de personnes, hein, il n'y a pas de raison. C'est vrai que c'est vite une sorte de miroir en fait. Et donc, on vieillit avec ces films, et on découvre toujours d'autres choses qui nous parlent. Enfin, pour le dire très simplement, parce que là, mais voilà, si je prends un exemple, pas de Cassavetes, mais un exemple qui m'avait marqué il y a quelques années, Titanic de James Cameron, je l'ai vu quand c'est sorti, parce que j'adorais l'affaire Titanic, tout ça. Bon, j'étais passionné, je voulais dessiner des bateaux, voilà, bon, bref. Bon, je vois le film la première fois, je dis c'est bien parce que c'est vachement bien fait. Il a fallu que j'attende une dizaine d'années avant de pleurer à la fin du film. Parce qu'à 13 ou 14 ans, qu'est-ce que c'était pour moi, une histoire d'amour, un truc, un des deux qui meurt, etc. Alors, j'ai toujours pas perdu une femme parce qu'elle était morte, mais je veux dire, je sais ce que c'est une histoire d'amour maintenant. Et donc, il a fallu 10 ans de plus pour que je pleure devant ce film-là. Quelque part, avec Cassavetes, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on en prenait, enfin, je dis on parce qu'on était un certain nombre à les regarder au lycée, mais j'en prenais une certaine part. Aujourd'hui, j'en prends d'autres. Je m'intéressais peut-être plus aux personnages masculins il y a 20 ans. Je m'intéresse peut-être plus à certains personnages féminins aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai que probablement que tous les films ne regorgent pas de cette profondeur-là, de ces niveaux de lecture. Il y a des films qu'on va prendre à peu près de la même façon, qu'on ait 15 ans ou qu'on en ait 40, et c'est pas grave, hein, ça ne veut pas dire que c'est un défaut. Ils sont plus stables. En tout cas, page 42, vous écrivez ça. Sur un bateau entre Copenhague et Oslo, ma compagne Mathilde m'explique ce qui prime à ses yeux dans l'emploi de ce moyen de transport, par opposition à l'avion, le temps et la contemplation. En bateau, le trajet fait partie du voyage, il peut même éventuellement être une fin en lui-même. L'avion, pas du tout. En mer, on est pris dans un flot, ce qui, j'en conviens, est assez évident, un flot assez naturel si on le compare au ciel. Je veux dire, on peut nager, mais pas voler.
Bref, là n'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que les films de Cassavetes, parce qu'ils imposent aux passagers, m'inspirent plutôt la voie maritime, car ils prennent leur temps, ils ne cherchent pas l'efficacité et le gain de temps, etc., etc. Bah, quand vous dites bref, là n'est pas le sujet, j'ai envie de vous dire ah si, c'est le sujet. C'est carrément ça. Et en plus de cela, vous écrivez comme vous parlez, parce que 5 minutes avant, c'est exactement ça que j'avais l'impression de. C'est ça qui est passionnant. Alors, deux choses. Premièrement, comment on écrit ça, déjà? Comment on fait pour écrire ça? Parce que et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le côté journal intime, parce qu'il faut savoir que c'est un livre, effectivement, qui n'est pas chapitré. Enfin, c'est une histoire que vous racontez, ou alors c'est des petits monceaux comme ça de vie qui vous arrivent. Par un moment, vous parlez du dictionnaire d'iconologie chez Pull. C'est marrant parce que je devais faire une émission là-dessus, ça n'a pas pu se faire, et c'est très drôle parce que vous dites vous ne comprenez rien, mais en même temps, c'est passionnant. Enfin, je trouve ça incroyable. Et donc, comment on écrit ça? Et puis surtout, est-ce que c'était, comment dire? Est-ce que pour vous, c'était la seule manière d'approcher cette œuvre qu'est celle de Cassavetes? Alors, bon, déjà, il ne faut pas se mentir, le gars qui écrit ça se la pète un peu dans un bateau entre Copenhague et Oslo. Bon, ça fait quand même. Mais c'est vrai, de fait, j'ai dû écrire ces lignes quand on était en vacances cet été. Bon, voilà, enfin l'été dernier. Mais bon, ça se la raconte un peu. Après, c'est vrai que oui, je pense vraiment que je n'avais pas trouvé d'autre solution. Ça ne veut pas dire que c'était la seule. Ça veut dire que quand j'ai décidé d'écrire ce livre sous la menace de Jean-François Jeunet. Enfin, c'est lui qui m'a soufflé l'idée parce que sinon, vraiment, je ne serais pas allé là-dedans. C'est-à-dire, je précise, je ne serais pas allé là-dedans parce que je serais allé dans rien. Hein. Je ne sais pas que je serais allé sur un autre sujet. Après le briser Lindon, je pensais que j'allais laisser tomber. Et donc, je lui dois tout à Jean-François, déjà parce que c'est mon éditeur et que c'est le seul qui a publié mes livres, mais aussi parce que sur celui-ci, j'en suis content de ce livre, encore une fois, parce que je le trouve vraiment très beau. Et ça, c'est Jean-François qui l'a fait, c'est pas moi qui ai fait une mise en page comme ça, qui fait. Bon, bref, je m'éloigne du sujet, mais bon, là-dessus, je lui dois vraiment tout et je lui dois de m'avoir proposé ce sujet parce que Cassavetes, il se trouve que c'est intime, il se trouve que c'est quelque chose qui m'était vraiment. Ça veut rien dire cette phrase, mais qui me touchait profondément, mais j'étais pas retourné dedans. Et pour faire ce livre, je l'explique dedans aussi, mais c'est crétin, parce que d'habitude, je fais pas ça. Mais vraiment, je me suis dit, ça peut marcher que par petits bouts, en sachant que ça non plus, c'est pas très original. J'avais parcouru du Cioran. Il y a plein d'auteurs qui font ces petites choses comme ça. Comment c'est fragments, voilà, c'est le mot, ça aurait presque pu être dans le titre, mais fragments, ça fait tout de suite un peu prétentieux ou un peu poétique, je voulais pas ça. Mais j'ai vraiment écrit sur des petits bouts de papier parce que je voulais que ça tienne en fait sur peu, que ça puisse être des petites choses comme ça qui se lisent et éventuellement même qui se lisent dans un ordre ou dans le désordre. Moi, je sais que même quand on me dit tu peux le lire dans tous les sens, la plupart du temps, je suis très scolaire, je commence à la première page et je vais à la dernière. Mais un des livres qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, c'était En lisant, en écrivant de Julien Gracq, et c'est écrit comme ça. C'est vraiment des petits fragments plus ou moins longs, mais c'est bon, pour moi, c'est le livre capital sur la littérature. Là, c'est vrai que je me suis dit, j'arriverai pas à faire quelque chose de construit. Alors après, voilà, on crée sa petite légende, on dit que c'est parce qu'on ne peut pas faire un livre construit sur Cassavetes, mais il y a plein de gens qui ont réussi à faire des choses un peu structurées. Donc, c'est pas qu'on ne peut pas le faire, mais c'est que vraiment, je m'étais dit, bon, sois libre, quoi. Sois libre. De toute façon, ça reste des livres sur le cinéma, donc des livres qui ne sont pas lus par grand monde. Si je ne peux pas expérimenter des choses dans ce cadre-là, avec la liberté que mon éditeur me donne en plus, je ne le ferai jamais. Donc, allons-y. Et c'est vrai que je pense que tous les quelques personnes qui ont pu me lire le savent. Ce serait mentir de dire que je ne cherche pas un style, que je ne travaille pas l'écriture. C'est sûr, bien sûr que j'essaie d'être auteur tout en étant commentateur de cinéma. Bien sûr qu'il y a une recherche formelle. Et cette recherche-là, elle me plaît, elle me fait penser que peut-être que s'il devait y avoir un autre livre, est-ce que j'essaierais pas de nouveau quelque chose comme ça? Mais peut-être qu'on me dirait une fois ça va, peut-être pas deux. Ça, je ne veux pas savoir. C'est vrai que vous avez raison, les sujets aussi s'y prêtent. C'est-à-dire que peut-être que pour un tel réalisateur ou tel style, il faut un style qui s'adapte à ça. Et que là, ça allait très bien pour Cassavetes. Peut-être que ça irait beaucoup moins si je voulais écrire un livre sur Spielberg.
Encore Ouais. que Spielberg, mais je le ferai pas parce qu'il y a beaucoup bien des gens très talentueux qui ont écrit sur Spielberg. Mais voilà, j'ai bien aimé en tout cas cette manière d'écrire. Ça m'a fait moins peur que d'autres, que les précédents, où on voit en fait les choses s'allonger, où il faut des notes en bas de page, où on veut structurer, puis ça se casse la gueule parce qu'en fait cette partie va pas, il faut tout reprendre. Là, c'est un peu la technique du fainéant, c'est-à-dire qu'on fait de tout petits bouts, et ensuite, un peu comme du montage, on les prend comme ça, et puis on les scotche, ou on les punaise, et puis on voit dans quel sens on peut les mettre. Et si ça va pas, ben on redécale. Mais c'est facile à faire parce qu'en plus, c'est vraiment manuellement qu'on peut le faire. Et oui, c'est du montage, là, en fait. C'est du montage sur pellicule avec du papier. Voilà. Et puis il y a aussi cette sensation qu'on a en lisant le livre, qu'il y a des dialogues assez différents avec chacun des films de Cassavetes. C'est des conversations, c'est oui, comme si c'était une entité, enfin quelqu'un, il y en a une espèce d'individu comme ça. Et comment vous avez géré vos recherches par rapport à ce livre, tout en gardant le style Alors intime? là, assez facilement, parce que contrairement à d'autres, il y a quand même pas tant de choses que ça qui ont été écrites sur Cassavetes. Enfin, je veux dire, j'ai comme d'habitude, hein, je fais mon petit marché avant de faire un livre. Voilà, j'ai 5-6 livres dans la bibliothèque consacrés à Cassavetes, avec des choses très anciennes, des choses plus récentes. En fait, il y a un truc qui était très bien, c'est qu'une fois qu'il y avait cette forme qui était apparue, déjà, on savait avec Jean-François que ça rendrait impossible la note en bas de page. Parce que ça serait trop moche dans un truc qui est mis en page comme Ouais. ça. Et donc, le fait de ne plus passer par ça, ça limite complètement le principe de la référence. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit très rare. Et donc, de temps en temps, il y a une parenthèse avec le nom de l'auteur ou je ne sais plus quoi et la page éventuellement. Et donc là, je m'en suis beaucoup, beaucoup libéré. Moi, de manière générale, de toute façon, enfin, non, pas de manière générale. Pour celui-là, de toute façon, en réalité, je vais le dire sincèrement, je m'en foutais de ce qui avait été écrit. Si je lis les choses qui ont été écrites, c'est pas tellement pour m'en inspirer ou pour apprendre des choses, parce que, en toute humilité, je dis ça, hein, c'est-à-dire pour ce que je voulais écrire, j'en avais pas besoin. Si je lis quand même tout, c'est pour être sûr de ne pas voler les idées à quelqu'un, même par ignorance, c'est-à-dire que je peux ne pas savoir qu'il est écrit. Bon, je préfère toujours lire. Comme ça, je crois que d'ailleurs ça figure à un endroit. Je dis, bon, je mets en face la citation de quelqu'un d'autre parce qu'on pense la même chose, mais je ne voudrais pas qu'on m'accuse. Moi, c'est une grande peur, sûrement de quand j'étais à l'université. Je ne voudrais pas qu'on m'accuse de plagiat ou quoi que ce soit. Donc, je lis pour être sûr que ce que je dis, les autres ne l'ont pas dit avant moi. Voilà. Et si c'est le cas, eh ben, je le fais remarquer. Mais c'est vrai que pour ce livre-là, il n'y avait pas besoin d'une documentation considérable, en fait, puisque je savais que j'allais le traiter par le prisme vraiment personnel. Ce qui ne veut pas dire que ça ne m'a pas permis de découvrir des choses. Bon, le gros livre de Carnet, évidemment, est une mine pour apprendre des choses sur toute l'époque, toute la vie de Cassavetes avec les entretiens multiples. Et puis des petits livres plus confidentiels qui sont plus édités, etc. Il y a Denis Lenoir, dont je parle un certain nombre de fois, qui est ce chef opérateur qui a coécrit un livre donc, je crois, il y a 30 ou 35 ans. Et le peu de pages qu'il a écrites sont vraiment passionnantes. Donc voilà, ça permet de faire ce genre de découverte. Et puis, est-ce que parmi les films de Cassavetes, quand vous avez commencé à écrire ce livre quand exactement? Fin de l'année scolaire dernière. Je pense, on est quoi là? On est en avril. C'était en juin dernier. Et j'avais fini fin de l'été. En fait, alors là, je le dis parce que comme ça, les gens pourront dire, ah, mais c'est pour ça que c'est nul. Parce que j'aime bien raconter cette histoire à 3 personnes, parce que maintenant un peu plus. C'est le Rocky, j'ai mis à peu près 4 ans. Le Brisé, j'ai mis à peu près 4 mois. Celui-ci, j'ai mis à peu près 4 semaines. Ah oui, d'accord.
en fait. Mais en fin de compte assez logique. Déjà, il est beaucoup moins épais. Enfin, il est très épais parce qu'il y a plein de photos, mais il y a moins de texte que dans le brisé. Oui. Il est beaucoup plus libre. Et puis pour ce qui est du Rocky, bah, c'est parce que voilà, ça m'avait habité pendant toute une période. Et puis en plus, il avait fallu, avant d'envisager envoyer à des éditeurs, j'avais retravaillé dessus. Et puis ensuite, il y avait ces périodes très longues où on n'a jamais de nouvelles d'aucun éditeur, etc. Donc ça a fait, c'est pas 4 ans de travail acharné, mais ça s'est fabriqué sur une période très très longue, alors que là, bah, en fait, dès que j'avais l'idée de format, que je savais que j'allais pouvoir écrire librement, et qu'en plus c'était pour moi, professeur, les vacances d'été, bah, c'est parfait. C'est-à-dire que je me suis enfermé, enfin j'avais commencé à revoir les films chez moi, je me suis enfermé en vacances une semaine, j'étais quasiment tout seul, je regardais les films, et puis je fonctionne par annotation, j'annote les films en les regardant, puis ensuite je vois ce qu'il y a des... Enfin, ou bien c'est vraiment tout écrit comme ça, ou alors carrément, c'était ça encore l'idéal, c'est quand je regarde les films, je me pose, je faisais mon petit papier, et puis hop, ça en faisait un de plus, et ça me rassurait parce que ça faisait que la petite pile en fait de papier, elle augmentait, et donc je me disais bon ben voilà, c'est ça, on a peut-être à peu près le nombre de papiers qu'il faut. En fait, j'en savais rien tant que j'avais pas retapé, je me rendais pas compte, mais ça doit le faire à peu près pour ce film-là. Et donc c'est allé très vite. Mais j'aime bien forcément. J'aime bien comme ça. Alors, j'aime pas parce qu'une fois qu'on a fini, ben, c'est comme d'habitude, on tombe en dépression parce qu'on ne sait plus quoi faire. Mais en même temps, j'aime pas, c'est pas tellement que j'aime pas travailler, mais c'est que sur certains livres, je suis dans des grosses phases d'angoisse, quoi. Je vais dire un truc très, très concret, mais je pense que ça vous parlera aussi. C'est quand on se dit, bon, un livre, c'est censé faire 200 pages ou je sais pas quoi, et qu'en fait, qu'on a l'impression qu'on est bloqué à 60 et qu'on n'arrivera jamais, en fait, à faire le livre, qu'on va pas on va pas sortir un bouquin chez Leitmotiv de 60 pages, ça n'a aucun sens. Enfin, Jean-François, il va me dire, je t'aime bien, mais non. Et c'est bête, hein, mais parfois, j'ai vraiment, sur le précédent, et des craintes comme ça. Alors que là, je me suis dit, avec le fragment, on peut le penser autrement. Ça n'a plus besoin d'être plein de pages comme ça remplies. Et puis alors après, donc, encore une fois, est venue l'histoire. Moi, j'avais fait une sélection d'images, mais c'est après Jean-François qui a dit, bah, on va en faire des pleines pages, des doubles, on va faire ça sur un autre papier qui n'est pas le papier qu'il utilise habituellement. Et c'est vrai que ça fait un livre, que ce soit la version noir et blanc, que ce soit la version couleur, que ce soit la version luxe. On a fait une version audio aussi. Allez, et ben, j'ai dit, c'est vrai qu'on a là, il y allait dans tous les sens, et c'est vrai que je suis très très content de l'objet, quoi. C'est plus proche finalement d'un livre d'art, comme on dit, que d'un livre d'analyse, parce qu'il y a autant de texte que l'image, quoi. Il y a 100, alors je lis, hein, c'est écrit en quatrième de couverture, 100 photogrammes, pleine page en couleur. 100 photogrammes, pleine page en couleur. Les fragments, c'est bien, mais ça peut parfois être perturbant dans la conception d'un projet artistique. Je dis ça parce que, et pourquoi la question de quand est-ce que vous avez écrit le livre? Parce que les films que vous avez revus de Cassavetes, ça peut aussi vous donner, parce qu'entre-temps, entre le moment où vous les avez découverts la première fois et en juin dernier, il s'est passé le fait que vous avez évolué avec le cinéma. Donc, Cassavetes, en 2023, c'est quoi exactement dans le cinéma aujourd'hui? Alors, c'est une excellente question, et ça me permet je vais répondre par une sorte d'anecdote, mais qui m'a fait rire au moment où on faisait la promotion du livre, enfin les préventes, là, je ne sais plus comment on dit, les souscriptions. Je trouve que c'est très représentatif. Il y a 2 personnes, une qui m'a dit ah ouais, non mais c'est normal que ça se vende pas énormément parce que Cassavetes c'est vraiment de niche. J'en ai parlé à quelqu'un qui est très cinéphile et il voit pas qui c'est. Bon, moi je me suis dit quelqu'un qui est très cinéphile qui voit pas qui c'est Cassavetes, c'est pas quelqu'un de très cinéphile quand même, faut peut-être pas charrier. Mais bon, je savais pas qui était la personne. Attendez, là, vous êtes en train. Non, je ne répondrai pas à votre. Vous avez envie que je m'énerve là. Donc, on peut pas, voilà. Mais admettons. Et alors, et à l'inverse, quelqu'un m'avait dit, histoire de me critiquer comme d'habitude, m'avait dit, ouais, bon, tu prends quand même pas trop de risques, c'est très mainstream, Cassavetes, tu cherches pas à faire dans l'originalité ou je sais plus quoi. Enfin, c'était une vacherie. De toute façon, je parle plus à cette personne. Mais c'est pour dire que où est-ce qu'on est au milieu, en fait? Moi, forcément, je connais Cassavetes depuis qu'on m'en a offert un DVD quand j'étais adolescent, et donc j'ai toujours pensé, à partir d'un moment, que Cassavetes, c'était voilà, un réalisateur notable dans le cinéma américain, ça, et donc dans le cinéma européen par voie de conséquence.
Bon, il y en a qui ne le connaissent pas, mais dans ce cas-là, il y a plein de gens qui ne connaissent pas plein de choses. Moi, je pense que c'est encore assez prégnant, Cassavetes. Mais tout de même, c'est vrai, là où on peut dire que ça reste un peu confidentiel, c'est qu'on voit, c'est pas évident, par exemple, de se procurer les films. Voilà, c'est moins évident que pour d'autres réalisateurs. Il y a des vieilles éditions, mais aujourd'hui, si on va sur les internets, les coffrets, par exemple, sont souvent des coffrets d'occasion vendus 300 € pour avoir 5 films parce qu'on ne les trouve plus. Donc, il y a des rééditions. Là, j'ai participé très récemment pour faire les bonus de Too Late Blues, la balade des sans-espoir chez Rimini. Ils m'ont très gentiment proposé de faire le bonus, le commentaire, enfin, l'interview bonus. Alors que je ne parle pas du film dans le livre, justement parce qu'il était quasiment impossible à trouver. Donc, voilà, c'est peut-être pas mainstream, mais c'est pas non plus de niche. C'est juste qu'il y a certains de ces films qui sont plus difficiles à trouver. Quand on interroge les gens, ils voient bien souvent Une femme sous influence et Opening Night. Je pense que c'est peut-être les films les plus fréquemment… Gloria, il y a Gloria parce que beaucoup plus facile aussi d'accès et finalement assez récent. Là, ça me permet de vous poser cette question. Quand on dit, est-ce que Cassavetes, c'est un peu comme Hitchcock ou comme Ford? On dit Ford, tout de suite, on pense au western parce que lui-même se présentait, je veux dire, de cette manière, même si il en riait. Enfin, c'était un jeu. Hitchcock, on dit le maître du suspense, mais non, c'est le suspense, il l'a inventé. Mais est-ce que Cassavetes voudrait dire quelque chose finalement? Quand on dit Cassavetes, on pense à quoi? Est-ce que ça dit quelque chose? Est-ce que ça finit par dire quelque chose? En plus de cela, c'est dans le cinéma américain, ce qui est, qui pour certains c'était différent. Je pense que et sûrement à juste titre, hein, Cassavetes, c'est cette idée c'est le cinéma indépendant américain, quoi. Avec tout ce que ça veut rien dire, hein, d'ailleurs, parce qu'il faudrait aller un peu plus loin, mais cinéma indépendant, donc cinéma fauché, en d'autres termes, et cinéma très libre, par opposition, dans un carcan américain encore plus, parce que finalement, en France, ce serait la nouvelle vague, quoi. Et encore la nouvelle vague avant qu'elle redevienne très formelle. Je ne sais pas comment le dire, parce que j'adore Truffaut. Mais très bien, j'ai compris ce que vous voulez dire. Oui. Donc, oui, c'est ça. C'est cette espèce de renouveau du cinéma à la fin des années 50 aux États-Unis, où on tourne avec des caméras à l'épaule et dans des décors réels, quoi, ce que finalement la nouvelle vague fait en France à la même période. Donc, tout le monde connaît Cassavetes pour ça. Et d'ailleurs, d'un point de vue purement, fondamentalement, pour moi, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a certains de ces films qui interrogent davantage les films de studio au début de sa carrière. Donc, Too Late Blues et puis Un enfant attend. Et puis, à la fin, celui qui me pose un peu problème, Love Streams, qui est formellement différent des autres. Pas thématiquement, mais formellement un peu plus… on se dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, je pense que pour tous les gens qui… plus d'ailleurs de la génération avant la mienne, parce que c'est cette génération-là, celle de mes parents, enfin des gens de cette génération qui m'ont montré Cassavetes, quoi. Je ne l'ai pas découvert comme ça, tout seul. Donc c'est vrai que pour cette génération-là, oui, Cassavetes, je crois que c'est assez important quand même. C'est assez important. Est-ce qu'on peut dire de Cassavetes que ces films, vous savez, il y a toujours cette phrase un peu bâtarde, quand on veut parler d'un cinéaste, on demande est-ce que ces films disent quelque chose de la société dans laquelle le cinéaste évolue et tout. Est-ce qu'on peut dire ça de Cassavetes? Est-ce que ça dit quelque chose des États-Unis? Je pense que oui. Je pense que oui, assez franchement. Je pense que ça dit beaucoup de lui dans le sens beaucoup de son microcosme social, enfin je ne sais pas comment le dire, évidemment. C'est-à-dire cette Amérique de la côte est et puis côte ouest, mais ça dit beaucoup de choses à la fois de l'époque, mais ça dit beaucoup de choses, je pense, ça nous parle aussi beaucoup aujourd'hui, en fait. Moi, de l'avoir revu maintenant, d'avoir écrit maintenant, évidemment, la question de la place de l'homme, la question de… je ne sais pas si c'est le mot virilité qu'il faut utiliser, mais les relations hommes-femmes, etc., les conflits, mais en même temps l'amour qu'il y a dans ces conflits, etc. Moi, je trouve que c'est quand même… ça serait très audacieux aujourd'hui
Là où ça l'était peut-être moins dans les années 60-70, mais ça l'était quand même, hein, que je me fasse bien comprendre. Mais aujourd'hui, je le laisse un peu entrevoir dans le livre. Je ne sais pas tout à fait comment ce serait perçu. Je pense qu'il serait relativement mal vu, en tout cas en Europe. Pourquoi je dis en Europe? Parce qu'en même temps, les anglo-saxons, maintenant, ils sont quand même les premiers à vouloir tout censurer, tout faire des trucs. Donc, non, partout, en fait. Je pense que ce ne serait pas forcément bien vu. Voilà, j'ai un avis qui envoie un autre, hein, je veux dire, ça ne change rien, mais je trouve intéressant de revoir ça maintenant et de voir quel regard on pose dessus maintenant. Est-ce que ça nous choque, par exemple? Moi, ça ne me choque pas, mais peut-être qu'il y a des gens qui seraient choqués par ces histoires-là, par la place de la femme, par les rôles enfantins que jouent les hommes, etc. Donc oui, ça dit beaucoup de choses de son époque et en plus, je trouve que c'est valable aujourd'hui, donc c'est encore mieux. Quoi. Bah, quand on voit par exemple Une femme sous influence ou alors Opening Night, et alors que cela soit comment le personnage féminin joué très souvent par Gina Rowlands est dessiné et défini, si on le revoit aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est un film qui a pu, et par aussi son langage, on peut se dire que c'est un film extrêmement contemporain, c'est juste magnifique. Bien sûr. C'est surtout, je pense surtout à Une femme sous influence. On est arrivé à un stade assez. Et là où c'est choquant, pour le coup, ce serait peut-être de voir que, peut-être, je dis bien peut-être, c'est une piste que je lance, hein, qu'aujourd'hui, le cinéma américain, dans sa globalité, majoritairement, donc qui veut dire qu'il y a quand même des exceptions, ne prend plus autant de risques de cette manière-là. C'est évident. C'est évident. C'est dommage. Et d'ailleurs, je pense beaucoup de cinéma, enfin on le sait bien, hein, on est quand même entré dans l'ère du cinéma aseptisé. Bien sûr, il y a des contre-exemples, il y en a plein, mais il faut faire attention à ne heurter la sensibilité de personne. On en arrive à des trucs de censure maintenant pour une certaine littérature, etc., dont on a entendu parler récemment. Donc ça, c'est extrêmement problématique. Et effectivement, Une femme sous influence, déjà par son format, c'est un long film, mais par la brutalité de ce qui s'y passe. Et pourtant, je crois qu'il y a peu de films qui parviennent à rendre avec autant de justesse, de vérité et de profondeur, parce que toutes les tensions au sein de la sphère familiale, ce qui peut venir de l'extérieur, etc. Enfin, parce que tous les personnages sont extrêmement bien traités. Bien sûr, il y a Gina Rowlands, cette espèce d'animal sauvage qui est Gina Rowlands, mais d'ailleurs, qu'il est de manière générale dans tous les films. De toute façon, oui, c'est dans les films, on précise bien que c'est dans les films. Oui, je ne la connais pas personnellement, mais voilà, qui explose l'écran de toute façon. Gina Rowlands, dès qu'elle apparaît, c'est extraordinaire. Mais dans Une femme sous influence, effectivement, tous les personnages sont toujours plus compliqués qu'il n'y paraît. En fait, on a envie de se dire qu'ils sont peut-être trop méchants, et puis finalement, non, ils sont gentils, mais ils ne savent pas s'y prendre. C'est plein de maladresse. C'est ça qui est très vrai, c'est que c'est de bien mettre en avant la maladresse des gens. Les erreurs, les bêtises. Pas forcément, c'est pas des crimes, c'est pas des criminels, c'est pas des gens qui sont méchants. Dans Husband, c'est pareil, ce sont des bêtises, ce sont des choses qui sont parfois pas élégantes, ce sont des errements, je sais pas si on fait la liaison, mais c'est ça que je trouve fort, c'est que on n'est pas là pour critiquer ces personnages-là, on n'est pas là pour nous dire voilà comment il faut faire, on n'est pas là pour donner des leçons de morale. On montre que les gens font des conneries et on en fait, tout le monde en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est riche, parce que c'est aussi poser un regard sur les gens qui est une forme de regard de pardon. On peut se pardonner les choses aussi quand même. Il y a peut-être plus d'espoir qu'il n'y paraît dans ces films-là, parce que il faut dépasser un certain nombre de choses. Je ne sais pas si je suis clair, mais je crois qu'il y a une sorte de message d'acceptation, de pardon. On est tous un peu des gens malheureux qui nous débattons et on fait des conneries, on se comporte bien, on se comporte mal, on regrette. C'est ça, en fait, le cinéma de Cassavetes. Et ça dit parfois aussi des conneries. Ça en fait, mais ça en dit, et quand ça en dit, ça donne des séquences juste inoubliables. Enfin. Absolument. Avec John Cassavetes, édité chez Leitmotiv. Voilà, et c'est troisième livre de Quentin Victory Lédier qui est venu pour nous en parler. Merci beaucoup, en tout cas. Merci on a dit, comme je le dis toujours, hein,
je sais pas moi, 0,001% de ce qu'il y a dans le livre. Donc, il faut être curieux, il faut cliquer sur le lien et vous le procurer. C'était en tout cas un plaisir. Et on se revoit, je l'imagine, assez vite pour parler aussi de ce podcast. Mais d'abord, Cassavetes, le reste suivra. Merci beaucoup, Quentin. Merci, à bientôt. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.